Bonsoir famille, bonsoir. Bienvenue dans ce live. C'est un plaisir d'annoncer ce live aujourd'hui avec tout le programme de la semaine que nous avons eu. C'était une semaine de veillée, n'est-ce pas, de veillée de désaliénation et de dézombification de masse. Et pendant cette semaine, nous avons essayé de donner des datations à certains contextes qu'on retrouve dans la Bible et en fait dans la Torah et jusqu'à dans la Bible chrétienne. On a essayé de vous expliquer cette semaine que beaucoup de nos frères religieux ne connaissent pas les dates. Ils ne savent pas que tous ces peuples-là qui prétendent discuter avec Dieu, aller au marché avec Dieu, boire un thé avec Dieu, n'est-ce pas, ont été en Afrique avant de découvrir la spiritualité. D'ailleurs, j'ai mis un texte au fond, juste derrière moi, que vous voyez là, que nos anciens ont appelé les lois, les 42 lois de Mahat. C'est sur ces lois-là que les religieux ont recopié ce qu'ils ont appelé les 10 commandements. Je vais vous rappeler quelques dates. Je vais vous rappeler rapidement quelques dates. Je vous ai parlé des invasions des Hyksos, n'est-ce pas? Je vais vous donner quelques dates. Les Hyksos, qui est le premier peuple sémite à avoir attaqué l'Afrique, à avoir pris le pouvoir à Kemet, n'est-ce pas? C'était de moins 1782 jusqu'à moins 1570. C'est-à-dire 112 ans. Ils ont pris le pouvoir pendant 112 ans. Je vous ai donné cette date parce que c'était important que les religieux puissent mettre des dates sur des événements qu'on raconte dans la Bible. Voilà, et qui sont complètement fausses. Parce que à chaque fois vous allez essayer de mettre les dates sur les histoires d'Abraham, vous serez vraiment, vous vous rendrez compte de la supercherie de ces religions. Que ce soit Noé, Abraham, Jacob, Moïse, David ou Salomon, tous ces personnages sont des personnages fictifs. Parce que quand nous revenons dans les vraies datations, on se rend compte que les périodes où ces personnes auraient été en Afrique, ils n'y étaient pas. Je vous ai pris l'exemple des Hyksos, qui sont effectivement les premiers sémites à avoir colonisé, n'est-ce pas, le nord de l'Afrique, ce qu'on appelle aujourd'hui Otep, Boté, Lofli d'amour. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte antique, c'était ça, eux ils se sont jamais appelés comme ça. Je vous ai rappelé ici pendant les veillées que le mot Égyptos vient du grec ancien, du grec des Macédoniens. Voilà. Donc ce sont eux qui ont inventé ce mot Égyptos. En quelle année est-ce qu'ils ont inventé ce mot Égyptos? Je vous ai aussi expliqué que ils ont inventé ce mot Égyptos quand ils ont pris le pouvoir en Égypte, c'est-à-dire vers moins 330. Cela veut donc dire que quoi? Que les périodes où commençons par Abraham, parce que c'est le père de la marmaille, Abraham, Moïse, David, bon, David, je pense pas qu'ils aient prétendu qu'il a été en Afrique, mais revenons sur les deux personnages, Abraham et Moïse. Quand est-ce que Abraham aurait été en Égypte? Quand on tape, parce que nous, on a dit qu'on va taper, on va utiliser les réseaux, on va utiliser même Google pour donner l'information à notre peuple. Voilà. Donc, je vais mettre ici, période, Abraham en Égypte, période. Voilà. On va voir les informations que nous trouvons ici sur Wikipédia, et on va vous expliquer pourquoi c'est une marmaille. Parce que c'est important, n'est-ce pas, que notre peuple découvre exactement les dates. C'est très, 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 très important. Je vais vous l'expliquer. Ici, Wikipédia nous parle, est-ce qu'ils ont mis des dates? Ils ont dit que Abraham aurait vécu environ 175 ans. Voilà, ils ont parlé de la descendance de Abraham, Ismaël, Isaac, Zimran, Yoshan, Medan, Médian, Ishbak, Shuak, Nahor, Haran. Voilà. Donc, voilà les périodes, voilà à peu près
la généalogie de ce type-là. Mais ils ne mettent pas la date. Ils ne mettent pas la date. Et c'est ça la marmaille qu'ils ont réussi à orchestrer. Pourquoi ils ne mettent pas les dates? Pourquoi ils ne nous disent pas que Abraham a été en Afrique à telle période, sous tel pharaon? Ils ne donnent pas le nom du pharaon. Pourquoi? C'est-à-dire que la seule preuve qu'on peut avoir de l'existence d'un certain Abraham, c'est la Bible. En tout cas, c'est la Torah juive. Et ça, c'est ce que nous appelons marmaille. Si je vais dans l'historicité, voilà, ils vont nous dire que si la question de l'historicité du personnage biblique Abraham a fait au cours du XXe siècle l'objet d'un important travail scientifique, voilà, par les archéologues au début du XXIe siècle, les chercheurs ont depuis longtemps renoncé à tenter de faire de la figure d'Abraham, pas plus que de celle d'Isaac ou de Jacob, un personnage historique. Ce que je vous lis là, c'est Wikipédia. Parce que notre peuple ne fait pas cet effort. Vous avez tous des téléphones aujourd'hui. Dans mon village, tout le monde, beaucoup de gens, ils ont tous WhatsApp. Mais utilisez Google. Parce que nous, on a déjà essayé avec des éléments archéologiques, avec même des documentaires produits par des Hébreux, pour vous démontrer que ces personnages-là n'ont jamais existé. Mais vous persistez dans la bêtise. Aujourd'hui, on va utiliser Wikipédia. On va utiliser Google pour vous donner des informations. Maintenant, les historiens ont abandonné les recherches sur ce personnage d'Abraham. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. L'existence d'archives extraordinairement abondantes, tablettes, a permis de conclure depuis que le nom d'Abraham se retrouve à différentes époques et à différents lieux de Mésopotamie. Donc, c'est-à-dire que ce personnage aurait vécu à différentes époques et à différents lieux en Mésopotamie. Je vais continuer. Je rappelle que pour ceux qui ne savent pas où est située la Mésopotamie, on va mettre la carte après avoir fait ce petit exposé. De plus, les migrations en Mésopotamie sont désormais assez bien connues et il n'existe aucune trace archéologique d'une quelconque migration entre la Mésopotamie et Canaan, ou qu'une figure historique comme Abraham ait pu exister à l'âge de bronze. Vous voulez qu'on continue parce qu'en fait, je sais que ça va faire mal, en fait. Ça va faire mal aux religieux. Je vous ai même parlé du scribe africain du nom de Sakmi, dont le fils s'appelait Sénosiris. Et c'est sur cette histoire que les Hébreux se sont penchés pour écrire l'histoire d'un certain Abraham. C'est un mythe. C'est un fake news, Abraham. Je vais vous lire encore je vais lire les conclusions. Hein, je vais lire les conclusions. Je rappelle que l'âge du bronze, hein, si on clique dessus, l'âge du bronze, voilà, c'est vers moins 2700 ans. D'accord? C'est vers moins 2700 ans. L'âge de bronze, jusqu'au 800 ans avant l'ère romaine. Pour ceux qui ne savaient pas ce que c'est que l'âge de bronze. Mais bon, c'est leur âge de bronze. Parce que nous, en Afrique, nous avions déjà tous ces matériaux qui étaient transformés. Donc, revenons sur Abraham. Je relis cette phrase. Les archéologues constatent également que la géographie de la Palestine à l'époque supposée d'Abraham ne correspond pas au récit biblique. Je vais relire cette phrase. Les archéologues constatent également que la géographie de la Palestine à l'époque supposée d'Abraham ne correspond pas au récit biblique. La ville de Beer-Sheva ou le nom d'Ur Kadim n'existait pas. Par exemple, pas ça c'est 19e siècle avant l'ère romaine. Ce qu'ils appellent communément l'ère chrétienne. Mais bon, vous savez que l'ère chrétienne n'a jamais existé. Ce sont les Romains qui sont arrivés en Afrique, ont pris le pouvoir et ont décrété l'an zéro. Ils ne connaissaient pas les prophètes hébreux. Quand les Romains ont pris le pouvoir vers moins 30 en Afrique, ils ne connaissaient pas les divinités des Hébreux. Donc, ils ne peuvent pas avoir décrété l'an zéro et appeler ça l'ère chrétienne. C'est une marmaille.
On va parler de tout ça ce soir. Voilà, et c'est le bilan donc de la semaine dernière. Je suis rentré directement dans les fonds. Je vais quand même lire la conclusion des études scientifiques. La conclusion des études scientifiques est donc la non-historicité d'Abraham, qui n'en demeure pas moins un personnage biblique. La Bible propose en effet une lecture théologique de l'histoire. Vous comprenez? La Bible propose une lecture théologique de l'histoire. C'est-à-dire, vous enlevez votre cerveau, vous mettez au chiottes et vous devenez dogmatique. Ce que nous appelons, vous devenez aliéné. C'est pourquoi il vous demande de ne pas réfléchir, de juste croire en fait. Voilà. Nous, on va vous enlever la croyance. On va vous donner la connaissance. Parce qu'il y en a marre que des gens, pendant 50 ans, ils ne lisent qu'un livre qui n'est pas un livre historique. La Bible, la Torah, qui est la mère de la Bible, et le Coran, qui sont les petits-enfants de la Torah, n'est-ce pas, sont des histoires, ce sont des contes de fées. Ce sont des contes de fées. Je vais lire encore cette conclusion. La Bible propose en effet une lecture théologique de l'histoire. Aussi, est-il probable que l'auteur sacerdotal des récits d'Abraham ait donné une origine mésopotamienne ou au patriarche pour en faire un modèle pour leur retour d'exil de la Gola babylonienne? Qu'il ait décrit sa transmigration en guise de reconstruction identitaire du passé juif et qu'un autre auteur biblique ait élaboré une rédaction universaliste dont le but théologique est de faire entendre la voix du patriarche de tous les hommes, visionnaire d'une humanité réconciliée. La légende abrahamique n'est donc pas purement hagiographique et mythique, elle a un caractère patriotique et universaliste, ce qui n'exclut pas la possibilité que cette figure légendaire et que les traditions abrahamiques gardent des traces de mémoire de type socio-historique du deuxième et du premier millénaire avant notre ère. La question de l'existence d'un personnage réel derrière ces légendes reste ainsi sans réponse. Ça, c'est ce que nous lisons dans Google. Google vous dit avec précision que le personnage d'Abraham n'a jamais existé. Et nous sommes sur Wikipédia. Pourquoi les religieux ne partent pas censurer Wikipédia? Pourquoi les religieux ne partent pas censurer Google? Voilà, c'est bien écrit. Abraham. Pour ceux qui, tu vois, c'est un peu très clair. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir. C'est bien là, Abraham. Voilà, Abraham. Donc, Abraham est un personnage fictif. Et vous n'avez pas besoin de plus de documentation que ça pour avoir la bonne information. Allez sur Google. Allez sur Google. Maintenant, je vais prendre le deuxième personnage qui a extrêmement attiré notre attention ici. On ne nous donne pas la période où Abraham aurait été en Égypte. Maintenant, on va écrire Moïse et on va voir ce qu'ils nous disent. Donc, apprêtez-vous déjà à rigoler. Voilà. Ils nous disent que selon une tradition rabbinique, Moïse aurait vécu entre 1391 et 1271, avant l'ère romaine. Donc, je vais ouvrir un article de BBC, de la BBC News, et on va lire ce que la BBC nous dit sur le personnage de Moïse. Religion. Ceux qui veulent le lien, n'est-ce pas, je vais rapidement publier le lien dans ma page Telegram. Comme ça, vous pouvez rapidement, pour ceux qui ont besoin de ces liens-là, si vous allez sur la page Telegram, je rappelle que Telegram, vous cliquez sur ma biographie et vous allez tomber sur le lien de ma page de partage. Voilà. Donc, pour ceux qui sont déjà dans le groupe, allez rapidement, vous allez retrouver le lien. Donc, religion. Qui était Moïse, le mythique fondateur du peuple juif? Vous comprenez donc, avant Moïse, il n'y avait pas de peuple juif. D'accord?
avant le personnage Moïse, il n'y avait pas de peuple juif. Et on va aussi découvrir quand est-ce que le peuple hébreu est apparu dans l'histoire. Parce que il y en a marre du refus de réfléchir. Cet article-là date du 4 octobre 2022, donc il est assez récent. Voilà. C'est un article de Edison Viega. Bien, on va lire l'article. Pour les cultures et civilisations occidentales, fortement basées sur la tradition judéo-chrétienne, peu de personnes sont aussi fondamentalement importantes que Moïse, un leader qui aurait vécu il y a environ 3500 ans et dont l'histoire est le fondement même du judaïsme. Historiquement, cependant, même l'existence de Moïse n'a pas été prouvée à 100%. Cependant, que sa trajectoire soit celle vécue par une personne ou qu'il soit une construction mythique issue des récits d'un peuple, son influence sur l'humanité est indéniable. Bien, vous comprenez déjà que c'est assez honnête que des auteurs qui sont pas africains, qui sont pas traditionnalistes, qui sont pas anti-religieux, n'est-ce pas, puissent nous dire, voilà, histoire de Moïse égale histoire du roi Sargon. Bon, pourquoi pas? Moi, j'ai d'autres informations. Pour moi, c'est une fusion entre Akhenaton qui a été défait par les prêtres du temple d'Amon et un autre pharaon dont on reviendra dessus tout à l'heure. Bien, je vais rapidement lire cet article. Je vais pas lire tout l'article, je vais lire ce qui nous intéresse. Moïse peut avoir été une personne réelle, en chair et en os, ou il peut être la synthèse de grands leaders d'une certaine époque, qui sert de référence à d'autres leaders, souligne le rabbin Uri Lam de la congrégation israélienne Temple Beth-El à Sao Paulo. Je rappelle ici que c'est un rabbin qui a fait cet article. C'est un rabbin qui a dit cela. Le rabbin souligne Moïse peut avoir été une personne réelle, en chair et en os, ou peut-être la synthèse de grands leaders d'une certaine époque qui sert de référence à d'autres leaders, souligne le rabbin Uri Lam de la congrégation israélienne Temple Beth-El à Sao Paulo. À quoi ressemblait la vie des femmes en Iran avant? Bon, voilà, ça c'est un autre débat. À cet égard, Lam cite le philosophe, rabbin et médecin juif Moïse Maïmonide, voilà, 1135 ou 1138, il aurait vécu entre 1138 et 1204. Donc, à cet égard, Lam cite le philosophe rabbin et médecin juif Moïse Maïmonide, dont la pierre tombale en Israël porte l'inscription suivante: de Moïse à Moïse. Il n'y en a jamais eu un autre comme Moïse. Quoi qu'il en soit, son origine historique, comme celle de tant d'autres grandes figures du passé lointain, finit par être reconstruite de manière symbolique, religieuse et spirituelle, comme une création de la mémoire collective juive de génération en génération, souligne le rabbin. Bien, pourquoi je vous lis Hotep, ma reine? Pourquoi je vous lis ces extraits-là? Et je préfère généralement lire des extraits venant des Juifs eux-mêmes. Parce que notre peuple doit comprendre que les Juifs qui font la science, que ce soit l'archéologie ou la science historique des peuples, n'est-ce pas, ils connaissent la vérité. Parce qu'il aurait suffi qu'ils nous disent que Moïse aurait vécu, n'est-ce pas, entre, je vais retrouver rapidement la date, je vais retrouver la date, entre 1391 et 1271. Alors, si Moïse a vécu entre 1391 et 1271, c'est qu'il a vécu sous l'ère d'un pharaon que nous connaissons. Je me répète, Moïse a vécu sous l'ère du règne d'un pharaon que nous connaissons. Et ce pharaon-là était aussi le pharaon des Cananéens. Je vais me répéter. Les Cananéens, jusqu'au XIIe siècle, jusqu'à ce que des barbares
appelés Philistins, ont annexé Canaan. Canaan était un territoire africain, dont la population de Canaan était noire. Moïse, donc, le fondateur, le mythique fondateur du peuple juif, était-il cananéen? S'il était cananéen, c'est qu'il n'était pas sémite. Je me répète, si Moïse était cananéen, c'est qu'il n'était pas sémite. Ceux qui ont lu son conte de fées dans la Bible savent que, voilà, on dit qu'il a été retrouvé bébé dans un panier et qu'il a été élevé par Pharaon, dans la cour de Pharaon, dans la sagesse de Pharaon. Ton père adoptif t'élève, t'éduque, t'initie aux sciences africaines, tu grandis, tu deviens gouverneur et tu deviens un assassin. Alors, on t'arrête, on te chasse du pays et tu découvres subitement que qu'en fait, tu n'es pas africain. Tu es hébreu. Et tu te rends compte, en même temps, qu'en fait, tu n'es pas le seul hébreu, mais vous êtes près de 2 millions d'hébreux. Sous Ramsès II, il y avait 2 millions d'hébreux en Égypte antique. Je vais vous mettre la carte de l'Égypte antique. Parce que ces gens, je suis fatigué avec eux. Ils ont critiqué mon live sur la religion l'autre jour, en me disant que la carte était fausse, que je me trompe sur les époques. J'ai donc décidé d'utiliser Google. Je vais utiliser Google pour vous désaliéner. Qu'est-ce que Google nous dit? Moïse aurait vécu entre 1391 et 1271. Donc, il est né à Kémet. Voilà Kémet, juste là, juste ici. Voilà Kémet. Pour ceux qui ne connaissent pas où est Kémet, ce que les Grecs appelleront plus tard Égyptos et les Romains Égypte. D'accord? Voilà Kémet. Vous êtes un enfant, vous êtes né chez le souverain de Kémet. La population de Kémet était combien de personnes? Pour que Moïse, qui est né et a été élevé par son père, Pharaon, Ramsès II, il faut bien dire que s'il est né sous Ramsès II, c'est que le Pharaon de la Bible, c'est Ramsès II. Et je vais les attraper. Je vais vous montrer ensemble la méthodologie qu'on va utiliser pour attraper les religieux. Moïse est né sous Ramsès II. Je vais vous montrer la période où Ramsès II. Retenez la date, écrivez s'il vous plaît, écrivez en bas. Moïse aurait vécu entre 1391 et 1271 avant l'an 0 des Romains. Écrivez ça s'il vous plaît, écrivez 1391 et 1271. Merci d'écrire ça s'il vous plaît. Moins 1391 à moins 1271. C'est la période où Moïse aurait vécu. Merci de tapoter, hein, c'est un peu lent, il n'y a même pas un cas. Merci de tapoter à ceux qui montent à l'instant. On est dans un cours de désaliénation de masse. Voilà, c'est le bilan de la semaine. Et on a décidé de le faire aujourd'hui de manière soft. On ne va pas vous prendre des livres ce soir. On va juste se baser sur Google, avec les informations que chacun peut humblement aller chercher. Donc, merci beaucoup. Merci ma reine. Donc, vous avez la date. Moïse est né entre 1391 et 1271. Maintenant, je vais vous mettre la période de Ramsès II. Comme ça, on va comparer. Ramsès II, période. Voilà. Vous voyez donc, voilà la période, Ramsès II, moins 1303 à moins 1213. On va faire la comparaison. Hein. Moins 1303 à moins 1213. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça veut dire quoi? En 1200,
91, quand Moïse se suicidait, en tout cas, quand il se suicidait, c'était Ramsès II qui était le pharaon d'Égypte. Je ne sais pas si vous me suivez, hein, parce qu'il faut qu'on y aille doucement, doucement. Voilà, merci ma reine. Moins 1303 à moins 1213. Ce qui fait que c'est l'un des pharaons qui a vécu le plus longtemps. En tout cas, mon grand-père qui est roi a 93 ans. Donc, j'estime que bientôt, il a dépassé l'âge que Ramsès II avait. Ramsès II a environ eu 90 ans. Voilà. Mon grand-père qui est roi, dont je vous ai souvent parlé, lui, il en a 93 et il vit encore dans la grande case royale Bamileke chez les Bamenju. C'était une parenthèse. Donc, vous comprenez que le pharaon de Moïse, c'était Ramsès II. Je vais donc détruire le mythe de Moïse en me basant sur moi-même, mes propres recherches. Parce que, comme je vous ai dit, on doit s'armer de connaissances. On doit absolument s'armer de connaissances. Le corps de Ramsès II existe. Vrai ou faux? Écrivez en bas. Il y a une trentaine de personnes qui est là. Écrivez. Est-ce que le corps de Ramsès II existe? Oui. Vrai ou faux? Écrivez vrai. Pour ceux qui disent que son corps n'existe pas, écrivez faux. Yes, on a déjà une réponse. Vrai. On poursuit. Je veux voir 10 réponses au moins. Est-ce que le corps de Ramsès II existe ou pas? Voilà. Je crois que nous avons suffisamment de vrai, de vrai. Personne n'a le courage d'écrire faux. Les religieux sont à la fenêtre. Rentrez dans la maison. Nous, on ne va pas vous bouffer. C'est pour vous d'ailleurs qu'on est là. C'est pour nos frères religieux que nous faisons ce travail. Hein. Parce que ils nous font de la peine. Ils nous font de la peine. On veut leur apprendre à réfléchir. Je vais vous montrer une image de Ramsès II. Voilà l'image de Ramsès II. Et c'est moi là, c'est moi qui ai fait la photo. Je suis allé personnellement au Colosseum toucher des doigts le mythe des Hébreux. Parce que sans Ramsès II, si Ramsès II, son corps n'avait pas été conservé, les Hébreux auraient trouvé une porte de sortie. C'est pourquoi ils ont travaillé pendant 1000 ans à détruire toutes les stèles de l'Égypte antique. Je vais vous expliquer où la marmaille se situe. Moïse, d'après les Hébreux, qui vivaient probablement dans un monde fantasmagorique, parce que eux, ils pouvaient fendre l'eau en deux, ils pouvaient marcher sur l'eau, ils pouvaient, voilà, etc. Voilà, j'étais à l'expo. Et le monsieur à qui j'ai posé la question à cette exposition, il était embarrassé. Il était gêné de ma question. Parce que je lui ai demandé, monsieur, est-ce que le corps de ce monsieur existe? Il me dit, mais évidemment, son corps existe. Il a dit, ok, j'ai une deuxième question. Est-ce que c'est ce monsieur qui est le pharaon de la Bible? Il me dit, pardon, j'ai dit non, de la Torah. Parce que la Bible, c'est juste le plagiat de la Torah. Je lui demande, est-ce que c'est ce pharaon qui est le pharaon de Moïse? Le monsieur me dit, en fait, cette question divise les religieux et les scientifiques. Je lui dis, monsieur, vous pouvez dire oui ou non. Et le monsieur avait très bien compris pourquoi je posais cette question. D'ailleurs, j'étais le seul noir dans ce colosséum. Et généralement, ils n'attendent pas des noirs là-bas parce qu'ils ils rendent ces expositions très chères. Et ils ne s'imaginaient pas qu'un noir devait. Et je suis arrivé là chargé en fait. Donc, non seulement j'avais la croix Ankh, mais en plus, j'étais complètement tatoué avec les vestiges de l'Égypte antique. L'œil d'Horus se voyait très bien. Les pyramides de Gizeh
les trois pyramides se voient. L'étoile Sirius est là et la croix Ankh. Elle est d'ailleurs double. Donc le monsieur, il a rapidement compris que je fais partie de ces noirs-là qui se revendiquent d'être les anciens Égyptiens. Et il était quand même obligé de me répondre parce que j'ai payé pour être là. Je lui ai montré l'image. Je lui ai demandé. Je lui ai dit, est-ce que vous croyez à l'histoire de Moïse? Il m'a dit que cette exposition, ce n'est pas le thème de l'exposition. Le thème de l'exposition, c'est Ramsès II. Je lui ai dit, mais est-ce que dans une exposition aussi importante, les gens qui viennent sont religieux, ils ont le droit de chercher à comparer, n'est-ce pas, la religion qu'on leur a donnée avec les faits historiques. Si vous me dites que le corps de Ramsès II existe, puisque c'est une évidence pour toutes les personnes qui sont ici, le corps de Ramsès II existe. Comment est-ce que Moïse a fait pour le noyer? Moïse a raconté dans son torchon hein, qu'il a noyé Pharaon et toute son armée. Moi, j'ai dit, mais c'est pas possible. Voilà les ennemis de Pharaon, de Ramsès II. J'ai toutes les images. J'ai toutes les images. J'ai toutes les images. J'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. Même les écrits, les traductions de ce qui est écrit sur les amulettes. J'ai tout ça. Moïse a donc tué Ramsès II avec toute son armée. Son corps a été repêché pour être momifié. Le monsieur m'a bien fait comprendre qu'il n'avait pas le temps pour me répondre et que, voilà, il devait partir. Je lui ai dit, ok, ça va, je comprends que vous ne pouvez pas répondre parce que vous avez peur des Hébreux. Mais bon, voilà, les Hébreux eux-mêmes nous ont dit, je vous ai lu un article écrit par un rabbin. Les rabbins disent que Moïse est un personnage fictif, mythique. Est-ce que les Africains savent que les rabbins le disent? Je vais m'aller plus loin. Est-ce que les Africains savent que les Juifs ne croient pas en Jésus? Parce que je vais aller là où ça va faire mal. Si l'ancêtre de Jésus n'a pas existé, d'accord? Si l'ancêtre de Jésus n'a pas existé, ça veut dire que, pardon, écrivez, je veux que ce soit interactif. Si les ancêtres, je vais aller sur Salomon, hein, parce que je vous ai dit, je finis avec Abraham, je pars sur Moïse. Je crois qu'on n'a plus besoin d'ajouter quelque chose sur Moïse. Hein. Sinon, je peux vous trouver je peux rapidement vous trouver, je vous trouve rapidement un autre texte sur Moïse. D'ailleurs, j'ai dans mon téléphone un documentaire produit par des Hébreux sur l'histoire de Moïse. Moïse, en dehors du fait que, je vais remettre la carte et on va finir avec Moïse là pour parler de David et de Salomon. Moïse a découvert, après avoir été élevé par son père Ramsès II, il a découvert qu'en fait ce n'était pas son vrai père. Et il a décidé de diaboliser Pharaon. C'est-à-dire le père qu'il a adopté, qu'il a élevé, il a décidé de le diaboliser. Ils ont maudit Pharaon. Je vais aller plus loin. Le Dieu sauvage des armées d'Israël a tué tous les premiers-nés d'Égypte. En fait, moi, le travail que je suis en train de faire, ce n'est pas pour les intellectuels. Vraiment. C'est pour l'Africain lambda. Parce que les intellectuels, là, vous nous avez fatigués. Vous passez vos vies à citer des penseurs et des philosophes
occidentaux qui ont créé le concept de la race humaine, qui ont déshumanisé vos ancêtres. Et vous êtes content de vous présenter comme étant intellectuel parce que vous avez des doctorats, etc., des doctorats en bavardologie. En tout cas, moi, je m'adresse ici à l'Africain lambda, à l'Africain qui demain pourrait être coopté par les djihadistes. C'est lui qui m'intéresse. Nos frères qui sont dans les religions et qui sont en même temps intellectuels. Comment est-ce qu'un intellectuel fait pour ne pas découvrir tout ce que nous sommes en train de lire là? Données archéologiques sur l'Exode et Moïse. Voilà. Les 3 quarantaines de la vie de Moïse. En tout cas, ça, ce sont des textes religieux. D'accord? Si je clique par exemple sur celui-ci, cet article présente les données archéologiques en rapport avec le sujet de l'Exode, tel que rapporté par la Bible. En l'état actuel des choses, aucune trace assurée de l'Exode n'a été mise en jour lors des fouilles archéologiques, en dépit de nombreuses recherches. Cela revient à dire que l'archéologie ne peut démontrer que cet épisode biblique se soit réellement produit, pas plus qu'elle ne peut l'infirmer. En tout cas, tu ne peux pas infirmer, n'est-ce pas? Tout ce que tu peux faire, c'est constater qu'il n'y a aucune preuve. L'état actuel de la recherche est partagé entre des chercheurs qui suggèrent que le noyau du récit est fondamentalement authentique et est le reflet d'un événement important pour l'histoire ancienne d'Israël et d'autres, qui infirment toute historicité argant, une époque tardive, quant à la composition du récit qui ne serait que le reflet de son époque de rédaction. Vous avez compris? Ça, c'est Wikipédia. C'est Wikipédia qui nous dit que l'état actuel de la recherche est partagé entre des chercheurs qui suggèrent que le noyau du récit est fondamentalement authentique et est le reflet d'un événement important pour l'histoire ancienne d'Israël, et d'autres qui infirment toute historicité, arguant une époque tardive. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas à l'époque où Moïse aurait vécu que l'exode s'est produit. Et nous avons déjà parlé de cet exode-là. Ce sont les Africains, effectivement, qui ont chassé les Sémites d'Afrique. Et je vous ai donné les dates tout à l'heure. La reine a écrit. C'était au XVIe siècle, avant l'ère romaine, sous Thutmose Ier. C'était un peuple de barbares qui avait pris le pouvoir à Kemet. Et je remonte Kemet, il est juste là. D'accord? Ce peuple-là a été appelé Hyksos. D'ailleurs, nos anciens leur ont donné des noms 500 ans plus tôt quand ils arrivaient en petits groupes en Afrique et qu'on leur donnait une petite parcelle de terre, ensuite un quartier, ensuite, voilà, ils ont pris la ville, n'est-ce pas? Ils les appelaient les Tamous. Les Tamous. Voilà le nom que nos ancêtres ont donné à ces barbares. Maintenant, si je vous ai donné les données archéologiques sur l'Exode, il n'y a rien. Je peux aller sur les données archéologiques. Hein. Je peux aller sur l'historicité de l'Exode. Vous verrez aussi qu'il n'y a rien. Question de la date de l'Exode. Bon, ça c'est intéressant. De très nombreuses hypothèses ont été proposées par une date à laquelle l'Exode aurait pu avoir lieu. Ces hypothèses ont chaque fois été confrontées au savoir tirer des données archéologiques du terrain. En cherchant les points communs entre le contexte vers lequel le récit pointe, données bibliques, et le contexte historique tel qu'il ressort de l'archéologie, une hypothèse en soi n'est pas porteuse d'un savoir scientifique aussi longtemps qu'elle n'a pas été validée. Or, aucune de ces hypothèses n'a été validée dans ces confrontations. Les multitudes des hypothèses de date et leur rejet final, les unes après les autres, ne peut que jeter le doute sur la possibilité qu'un exode tel que celui décrit dans le récit biblique ait pu avoir lieu, sans prouver toutefois qu'il n'a pas eu lieu. En tout cas, moi, je vous dis qu'il y a eu l'exode. Il y a eu l'exode. Les Hébreux ont pris le pouvoir pendant près de 112 ans en Afrique. Et je vais vous redonner la date. Hein, une reine avait déjà écrit la date là, mais je vais vous redonner, on a le temps. On a absolument le temps. Voilà, donc on va retourner
sur le temps. Voilà, je vais écrire Ixos. Tellement on a le temps. Voilà. Voilà, la période de Ixos. Voilà, ici on a écrit, bon, c'est une autre date, moins 1634 jusqu'à moins 1550. Voilà. Donc, c'est une approximation, mais les vraies dates sont connues. Tout à l'heure, je suis tombé sur une bonne page. Ixos, invasion. Je vais écrire invasion. Ce travail, chacun de nous peut le faire. Voilà. Donc, la période effective où les Ixos ont pris le pouvoir en Égypte, c'était vers moins 1782 jusqu'à moins 1570. Je vous ai expliqué comment ils ont fait pour prendre le pouvoir. Ils sont arrivés vers moins 2000 par petits groupes de migrants. Bravo, bravo ma reine. Moins 1782 à moins 1590. Ça fait 112 ans. Ils ont fait 112 ans au pouvoir. Ils ont conquis le pouvoir et l'ont conservé pendant 112 ans. Et ils ont été chassés. C'est-à-dire cette armée-là. Il faut bien faire la différence entre ces barbares qui étaient armés jusqu'aux dents et les Blancs qui vivaient en Afrique. D'accord? Parce que les Africains n'ont jamais été xénophobes. Les Africains n'étaient pas xénophobes. C'est pourquoi ils les ont accueillis. Les Africains accueillent encore aujourd'hui à bras ouverts. La xénophobie, c'est une construction coloniale qui nous est tombée dessus un matin de la colonisation. La xénophobie et le tribalisme, ce ne sont pas des concepts africains. Donc, il faut bien le noter. Et je vais vous expliquer plus tard, parce qu'il faut que je finisse avec Moïse pour qu'on arrive sur David et Salomon. Parce que quand on va défaire David et son fils Salomon, alors nous aurons la preuve que les ancêtres de Jésus n'ont jamais existé. Et si les ancêtres de Jésus n'ont pas existé, la conclusion devra donc être claire pour tous. Donc, les Ixos étaient des peuples sémites venus d'Asie, d'accord? Venus de très loin d'Asie, parce que j'ai déjà dit tout à l'heure que Otep. J'ai déjà dit tout à l'heure que Canaan, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Canaan, c'est tout le côté, tout ce côté-là. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui Palestine, Israël, Arabie, etc. Tout ça, c'était Canaan. C'était un territoire africain. Le live est signalé, hein, il faut tapoter. Nous sommes une cinquantaine. Tapotons, famille, tapotons. Voilà. Comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui nous combattent, hein. Et malheureusement, j'ai le malheur de dire ici qu'il y a même des gens de ce mouvement qui nous attaquent. Je vais pas dire de nom ici, parce que c'est assez douloureux. Voilà, c'est assez douloureux. J'ai découvert des publications des gens qui mènent le même combat que nous sommes en train de faire ici, mais qui s'attaquent entre eux. Et c'est exactement ces pièges-là que l'ennemi a mis devant nous. Il nous a tendu autant de pièges pour que nous soyons disloqués. Pourtant, il faut qu'on se fédère. Donc, je reviens donc sur l'histoire des Ixos. C'est une période qui a été très traumatisante pour les Sémites. Parce qu'ils ont pris le pouvoir, mais ils ne savaient pas que les souverains de l'Égypte se sont repliés dans Couche. Ils se sont repliés dans Couche. Et Couche, c'est le grand frère d'ailleurs de Kémet. Faut bien le comprendre. Couche, c'est l'ancêtre de Kémet. C'est le père de Kémet. Couche a son apogée. Et je rappelle que Couche était comme une forme de capitale pour Kama. À son apogée, a créé sa ville des sciences. Malheureusement, elle a mis cette ville-là au sud, ce qu'ils appellent aujourd'hui le nord. Parce que cet endroit-là, c'est la porte d'entrée des barbares.
Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les Hyksos ont été chassés sous Atmosis. Retenez bien le mot Atmosis premier. Atmoses. Et vous allez découvrir d'où vient le mot Moïse. Ce n'est pas au XIIIe siècle, puisqu'on prétend que Moïse aurait vécu au XIIIe siècle. Mais la personne qui a chassé les Sémites d'Afrique s'appelait Atmoses. Le vrai nom de ce pharaon en africain, on va vous le dire tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe donc? Les Sémites ont été chassés non seulement de l'Afrique, mais ils ont été chassés jusqu'au-delà des portes de Canaan. Ils ont été, comment le dire de manière sans être cru. En fait, ils ont été pourchassés hors de l'Afrique, hors de Kémet et hors de Canaan. Et ils ont ruminé, merci beaucoup ma reine, et ils ont ruminé cette haine contre Pharaon pendant 1000 ans. Parce que un peuple appelé Hébreu n'arrivera en Afrique qu'au 8e siècle, c'est-à-dire plus de 800 ans après que les Hyksos aient été chassés d'Afrique. Et je rappelle que Canaan, je vais toujours le dire pour que ce soit bien ancré dans nos têtes, Canaan était un territoire africain. Il n'y a pas de frontière entre Kémet et Canaan. Le souverain de Kémet régnait sur Canaan. Les gouverneurs de Kémet étaient des Kemtui. Les gouverneurs de Canaan étaient des Kemtui, ce qu'on appelle aujourd'hui des Kamites. Donc, le micro, il y a le bruit dans le micro. Ah d'accord, c'est ça qui fait le bruit. Je vais essayer de... Voilà, c'est ma carte de l'Afrique. Voilà, je vais essayer de pas beaucoup bouger, parce qu'il faut quand même que cette carte-là soit là. Hein. Voilà, il faut qu'elle soit là. On va faire le job, hein. On a le temps. Moi, c'est le bilan de la semaine. Et les gens sont venus me dire, Canaan était des Kemtui, des Noirs. Bravo, man. Merci. C'est ça. Hein. Il faut qu'on continue à commenter, voilà, et à lire les commentaires de nos reines qui sont très actives dans les commentaires. Elles vous apportent d'autres éléments. Voilà. Ah, je dois changer la position du micro. Ok, je vais essayer. Je vais essayer pour voir. Voilà. Je crois que là, c'est mieux. Merci. Merci beaucoup. Merci, ma reine. Je crois que là, vous allez mieux m'entendre. Donc, les Hyksos, c'est-à-dire les ancêtres des Sémites, les ancêtres des gens qui deviendront plus tard les Hébreux, n'est-ce pas? Leurs ancêtres ont été chassés d'Afrique. Leurs ancêtres ont été chassés d'Afrique. Et on vous a donné la date, moins 1590. Ils ont été chassés en moins 1590 d'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé entre moins 1590 et la période assyrienne? Écrivons Assyria Invasion of Kemet pour que vous ayez les dates. Assyrian Invasion of Egypt. Voilà. Voilà. Je trouve en anglais, The Assyrian Conquest of Egypt covered relatively short period of the Neo-Assyrian Empire from 673 to 663. Non, c'était plus tôt. Il faut que je trouve la bonne date. On va trouver un autre article. C'était au 8e siècle. C'était au 8e siècle. En tout cas, c'était au 8e siècle. Donc, de moins 1590 à 901. À moins 901. Vous allez vous rendre compte que ça fait environ 700 ans. Donc, ils ont été chassés de l'Afrique pendant 700 ans.
Ce qui s'est passé, c'est qu'au XIIe siècle, d'autres peuples barbares, je vais écrire les Philistins pour qu'on ait la date. Philistins. Philistine invasion of Canaan. Of Canaan. Voilà. Période. Bien. Les Philistins ont pris Canaan au XIIe siècle, c'est-à-dire à peu près après la période de Ramsès, après la période du pharaon Ramsès II. Les Philistins ont pu prendre Canaan. Ils ont pris Canaan. Donc, Canaan, qui était un territoire africain jusqu'au XIIe siècle avant l'ère romaine, est devenu un territoire sémite. Utilisons le mot sémite. Parce que ce n'était pas que les Philistins, hein, c'était une fédération de plusieurs peuples. Les Sékélès, les Aztèques, en tout cas, il y a beaucoup de... Si je retrouvais ça, je vais rapidement chercher, parce qu'il faut que je vous donne les noms de ces peuples-là. Il faut que je vous donne les noms. Je vais écrire ici, Philistins, Sékélès. Voilà, je vais voir ce que je trouve parce que j'avais déjà fait une publication là-dessus. Donc, normalement, je devrais trouver... non, il n'y a pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, comprenez que les Philistins ont pris Canaan et les Cananéens noirs ont remigré vers Kémet. C'était au XIIe siècle. C'est à cette période que Canaan est devenu un territoire sémite. Jusque-là, les Sémites étaient aux portes de Canaan, à Babylone et dans ce qu'on peut appeler la Mésopotamie. C'était leur contrée là-bas. Mais ils ont toujours ruminé depuis que leurs ancêtres avaient été chassés de Kémet, ils ont toujours ruminé aux portes de Canaan. Avec des petites attaques sporadiques, ils ont toujours été défaits. Parce que comprenez que l'armée de Kémet était l'armée la plus solide de l'Antiquité. Jusqu'au XIIe siècle, où les Philistins ont pu mettre la main sur la barrière de fer, n'est-ce pas, de Canaan. La deuxième barrière, c'était la barrière de Kémet, qui a aussi été défaite sous les Assyriens au 8e siècle. Maintenant qu'on a expliqué que oui, s'ils veulent appeler ça exode, qu'ils appellent exode. Mais ce n'est pas en 40 ans qu'ils ont été chassés de Kémet. C'était une petite reconquête rapide parce que les Couchites ont envoyé une armada, une armée à Kémet pour aller défendre le pouvoir de Kémet. Et c'est ainsi qu'ils ont réinstallé le pharaon à son poste. Ils ont pourchassé les Sémites jusqu'aux portes de Canaan, 1590, sous Thutmose Ier. Donc, ils ont ruminé jusqu'à avoir les caractères pour pouvoir écrire. Et ne me venez pas ici avec l'araméen, le proto-hébreu. D'accord? Les Hébreux ont eu les caractères pour écrire au 6e siècle avant l'ère romaine. Et je peux vous démontrer, Thutmose Ier, bravo, sous Thutmose Ier, ils ont été chassés. Oui, ils ont été chassés. Et c'est pour cette raison que ces peuples-là détestent les Africains. Et c'est pour cette raison qu'ils vont maudire les Africains dans la Torah. Mais ils maudiront les Africains plus tard, puisqu'ils ne savaient pas écrire. Pendant la période de Noé, de Abraham, de Moïse, de David, de Salomon, de Josué, les Hébreux n'écrivaient pas. Ils ont la rage. Ils ont la rage, ces gens-là. Parce que eux qui se pensaient être les plus sauvages de la planète, ils ont eu en face de garçons.
Ils ont eu garçon. Ça n'a empêché que nos anciens accueillaient les étudiants grecs, malgré le fait qu'on savait déjà que ces gens-là, c'était des gens à qui on ne devrait jamais enseigner la spiritualité, parce que s'ils apprenaient à naviguer avec les entités du monde de l'au-delà, n'est-ce pas, ils deviendraient plus puissants. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas été initiés. Les Hyksos ne pouvaient pas être initiés. Ils ont pris le pouvoir pendant 100 ans, mais ils n'étaient pas initiés. Ils ont juste volé des textes. Ils sont entrés dans les temples, ils ont volé des textes que les ancêtres plus tard traduiront. Ils ont juste traduit des textes. Et je rappelle que ces textes-là, c'était dans des temples à Canaan. Les temples de Canaan étaient des temples africains. Les Hyksos qui sont entrés jusqu'à Kemet, ils sont rentrés dans des temples. Mais c'était proscrit d'initier ces gens-là. Même quand vous voyez aujourd'hui, même dans nos villages, vous voyez les Blancs qui viennent se faire initier, par exemple, au vaudou, n'est-ce pas? Comprenez qu'on ne leur montre pas tout. Parce que nous savons que si on leur montre comment est-ce qu'on gère certaines entités, ils vont utiliser ça pour nous coloniser, pour nous dominer davantage. D'ailleurs, du judaïsme à la scientologie, je répète, du judaïsme à la scientologie, au milieu de tout ça, vous avez toutes les autres sectes, c'est-à-dire christianisme, islam, franc-maçonnerie, Rose-Croix, toutes ces sectes-là, leur seul objectif, c'est de reprendre main sur l'Afrique. Tant que vous n'aurez pas compris cela, ça va être, on ne pourra pas s'en sortir. Pour devenir ministre en Afrique, il faut être franc-maçon. Est-ce que vous le savez? Pour devenir président en Afrique, il faut être franc-maçon. Il faut être rosicrucien. Pourquoi? Parce que ils ont appris à naviguer avec des entités du monde inférieur. Et pour cela, ils doivent soumettre tous les souverains africains. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ils ont essayé déjà dans l'Antiquité, mais ils n'ont pas pu. Parce que quand l'armée de Pharaon perdait une bataille, Pharaon se repliait dans Couche. Et je vous ai expliqué ici que ils ont pu défaire Couche seulement à partir du 4e siècle de notre ère. C'est-à-dire de 1590 avant notre ère jusqu'au 4e siècle de notre ère, ils n'ont jamais pu percer la muraille de Couche. Et pour pouvoir percer la muraille de Couche, ils ont infiltré ce qu'on appelle aujourd'hui Éthiopie. Ils ont évangélisé les Éthiopiens et ils ont promis aux Éthiopiens qu'ils devaient devenir un grand empire s'ils les aidaient à défaire Couche. C'est donc ainsi, parce que même nos frères Rasta, on doit aussi les désaliéner. Eux, ils se disent que l'Éthiopie, c'est le pays africain qui n'a jamais été colonisé. Ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire. Au 15e siècle, les Ottomans ont colonisé l'Éthiopie. Retournons donc dans l'histoire. Je crois qu'on vient de défaire Abraham et Moïse. Il nous reste David. David et Salomon. Histoire. Je vais voir ce que Wikipédia nous dit. Voilà. Ils nous disent que Salomon est le deuxième fils que le roi David a eu d'une de ses femmes, prise chez les Hittites. Alors que David est vieux, son fils Adoniam tente de se faire proclamer héritier après 40 ans de règne, etc. Bon, ça c'est un récit purement biblique. Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire plutôt David et Salomon, mythe